Donc, en conclusion, on peut parler des avantages et désavantages de l'approche de le récepteur MLSE qui maximise la vraisemblance en estimant toute une séquence. Donc, bien sûr, le gros avantage, c'est optimal. C'est la meilleure performance possible. Même si on ne peut pas atteindre cette performance en temps réel parce que c'est trop complexe, on peut quand même calculer c'est quoi la performance de cette solution optimale et l'utiliser comme une borne inférieure pour comparer avec d'autres égalisateurs. Donc, pour certains canaux, peut-être que il y a des solutions sous-optimales qui quand même approchent assez bien la performance. Donc, ça va nous donner d'informations. Donc, c'est bien de savoir c'est quoi la performance de cette solution. Et bien sûr, on a vu que ça peut des fois complètement éliminer l'interférence intersymbole. C'est un gros avantage. Désavantages, mais il y a plusieurs. Surtout, c'est la complexité élevée. Et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas voir le MLSE comme une solution utilisée, exploitée souvent. C'est à cause de cette complexité. Il y a un délai de sortie parce qu'il faut examiner toute une séquence avant de décider à quoi faire. Donc, si la séquence à examiner est très longue, ça veut dire que le délai de sortie, ça peut être important pour certaines applications. Par exemple, si nous avons un système de temps réel pour le contrôle d'un véhicule ou d'autres applications, ça peut être très important de ne pas avoir un délai important. Bien sûr, ça prend aussi une connaissance du canal. Typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne connaît pas le canal, on peut utiliser ce que s'appelle une séquence d'adaptation. Donc, comme j'ai dit tantôt, on peut estimer le canal. J'ai dit on peut le mesurer, mais au lieu de mesurer, on peut envoyer une séquence d'entraînement, une séquence d'adaptation où le récepteur finalement sait c'était quoi les données qui étaient envoyées. Avec cette information-là, elle peut faire un calcul pour voir c'était quoi finalement le canal qui était traversé par ces données. Donc, des fois, si on veut réduire la complexité, on peut utiliser une réponse impulsionnelle qui n'est pas aussi longue que la réalité. Donc, en réalité, ça se peut que l'étalement du signal est de 10 intervalles de symboles. Et 10 intervalles de symboles, ça va faire grandir trop la complexité de mon solution. Donc, c'est ce que je peux faire, mais je dis, mais la majorité d'énergie est dans les premières 3 réflexions, ou les premières 3 intervalles de symboles. Donc, je vais oublier tous les autres. La performance ne va pas être idéale, mais ça se peut quand même que c'est suffisant. Donc, ici sont comme 2 solutions qu'on peut utiliser pour contourner un peu ces désavantages. Donc, on a commencé avec l'exemple de l'égaliseur optimal. Donc, je vais retourner en arrière un peu et maintenant faire un peu de taxonomie. Donc, je vais mettre en place toutes les possibilités d'égaliseurs pour voir où tombent tous les égaliseurs que nous allons discuter maintenant. On a commencé avec l'optimal, on a vu la complexité, donc nous allons passer à travers plusieurs autres solutions. Donc, la taxonomie. Il y a les séquences, donc l'approche de séquence. Ça, c'est le MLSE et j'ai commencé à parler un peu des solutions pour le MLSE qui sont un peu moins complexes. Donc, ça devient comme le MLSE, mais sous-optimal. On n'utilise pas tous les termes dans la réponse impulsionnelle, on va la raccourcir. On ne connaît pas le canal, mais nous allons l'estimer. Donc, ce sont des solutions sous-optimales, mais quand même qui ont une performance qui est plus proche de la solution optimale. Donc, c'est toujours basé ici sur l'examination d'une séquence, pas une solution one-shot ou symbole par symbole. Symbole par symbole, ça veut dire que je regarde que l'intervalle d'intérêt et je décide sur cet intervalle et j'utilise aucune connaissance des signaux reçus précédents. Donc, il y a 2 variétés qui vont faire l'égalisation symbole par symbole. Il y a le frittage linéaire. Donc, c'est le plus commun. C'est une approche où la complexité est abordable. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser la rétroaction.
Et nous allons regarder ça comme la dernière solution. Mais en tout cas, il y a une approche de séquence, il y a une approche symbole par symbole. Donc, regardons encore le symbole par symbole. Je dis qu'il y a un filtrage linéaire très, très populaire. On voit les égaliseurs le plus souvent sont dans cette catégorie-là. Nous allons discuter deux types de filtrage linéaire, le Zero Forcing Equalizer et le MMSE Equalizer. Donc, le ZF, ça cherche il cherche l'inverse de la réponse en fréquence du signal. Je vais voir qu'en utilisant cette approche-là, d'appliquer une filtre qui va finalement juste être l'inverse de le canal, ça va avoir le résultat de mettre l'interférence intersymbole à 0. Et le forcer à 0, mais ça semble être très bon, mais nous allons voir qu'il y a des inconvénients aussi. Donc, il y a une deuxième solution, qui est aussi un filtrage linéaire, donc la structure, la complexité, tout à fait comparable. Mais dans le cas ici, nous cherchons plutôt un égaliseur qui va minimiser l'erreur quadratique. Donc, c'est une approche différente de forcer l'interférence à symbole à 0, parce qu'en forçant l'interférence symbole à 0, peut-être le bruit va être pire. Ici, on a dit, OK, on va tolérer peut-être un peu d'interférence si le bruit ne devient pas grand. Donc, ça sera la comparaison de ces deux solutions. Et le dernier sujet que nous allons voir pour les égaliseurs sera la rétroaction, Decision Feedback Equalizer, DFE, ou un égaliseur récursif à retour de décision. Et c'est une approche un peu différente qui tombe entre les solutions optimales et les solutions linéaires. Donc, ça nous amène à cette idée de linéaire versus non linéaire. C'est une autre manière de diviser, de classer les égaliseurs. Donc, dans le linéaire, nous avons vu le ZF et la MMSE. Et pour le non linéaire, on avait deux exemples. Un était le non linéaire pour la détection de séquences et l'autre, c'est le decision feedback. Donc, une autre manière de diviser les égaliseurs. On peut aussi classer les égaliseurs dans ce qui sont les égaliseurs fixes et ce qui sont adaptatifs. Et c'est un peu une fonction de canal. Parce que si le canal est statique, le canal ne change pas, mais je peux utiliser un égaliseur fixe parce que ça va être optimal. Mais si le canal est dynamique, si le canal change avec le temps, à ce moment-là, je ne peux pas juste appliquer une seule solution. Il faut que cette solution, ça change avec le temps, juste comme le canal lui-même change avec le temps. Étant donné que c'est une partie intrinsique de l'égaliseur de changer, donc je peux concevoir la forme de mon solution de filtre linéaire pour avoir une solution adaptative au départ. Et ça sera la version adaptative de le ZF et MMSE. Et donc, il y a différents algorithmes pour faire la mise au jour des coefficients pour le filtre adaptatif. Et sont les approches LMS qui minimisent l'erreur quadratique entre les coefficients et le RLS, la solution récursive. Nous n'allons pas voir ça, je le mentionne simplement parce que vous allez voir des fois le MMSE et le LMS. Et on se dit, mais c'est quoi ça, MMSE, LMS? On a vu le MMSE, mais je ne connais pas ça. Donc, je mentionne ça pour juste dire que c'est les versions adaptatives de cette même objectif de minimiser l'erreur quadratique dans l'estimation. Donc, la taxonomie, on peut le voir graphiquement dans ce sens-là. Nous avons pris l'égaliseur, on a commencé par les linéaires et les non-linéaires. Et dans les linéaires, nous avons les transversales, c'est le type de filtre, la forme de filtre que nous allons examiner. Et voici les exemples que j'ai mentionnés pour les filtres linéaires. Donc, dans la partie non linéaire, qu'est-ce qu'on voit? On a vu le MLSE, pardon, pour maximiser la vraisemblance.
On peut le faire aussi avec le Decision Feedback Equalizer, et c'est ces deux qui nous allons discuter, les autres, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher l'information dans les textes que j'ai recommandés. Donc, dans cette taxonomie, sont toutes les approches pour égaliser le canal. Dans la section d'égalisation, le dernier sujet que je vais aborder sera plutôt les techniques fréquentielles qui ne cherchent pas à égaliser, mais plutôt à éviter. Donc, à éviter le besoin d'égaliser le canal. Donc, c'est une approche de transmission qui nous permet d'éviter les étalements qui arrivent. Donc, dernier sujet s'appelle le Discrete Multitone ou la OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Donc, c'est le dernier sujet où on peut dire c'est notre approche complètement. Il utilise plusieurs sous-porteuses. Le multitone, c'est plusieurs sous-porteuses. Et c'est une stratégie complètement, il n'y a pas de filtrage, pas d'MLSE, c'est éviter, éviter, éviter. Donc, j'ai commencé la discussion de l'égalisation avec l'exemple de l'optimal. Et la différence entre l'optimal et, c'était l'approche sans ISI et l'approche optimale avec ISI. Et donc, à ce moment-là, j'ai retourné en arrière pour dire, mais finalement, il y a toute une taxonomie. Et maintenant, nous allons procéder à un autre exemple d'un type d'égalisation. Et ça sont les égaliseurs linéaires. Donc, nous avons parlé de l'interférence intersymbole à date. Et dans l'interférence intersymbole à date, nous avons toujours discuté cette source d'interférence intersymbole. Donc, la source qu'on a discutée était un canal avec une largeur de bande qui était insuffisante. À cause de cette largeur de bande insuffisante, l'impulsion envoyée était étalée. Mais il y a d'autres sources d'interférence intersymbole importantes aussi qu'on voit dans différents systèmes. Dans le premier cas, c'est pour la transmission haptique par une fibre. Il y a l'effet qui s'appelle la dispersion chromatique. Et dans cette dispersion, qui est un effet déterministe, qui est comme un type de filtrage aussi, qui a l'effet, mais c'est une autre moyenne physique, c'est pas que le canal est restreint, c'est pas du tout ça, c'est plutôt la solution pour l'onde guidée dans la fibre qui fait cette dispersion chromatique. Il y a aussi dans la communication sans fil, la superposition des impulsions dues aux réflexions. Donc, quand on envoie un signal sans fil, c'est omnidirectionnel, donc le signal est envoyé partout. Ça se peut qu'il y a deux antennes, et il y a, bien sûr, dans l'omnidirectionnel, il y a une partie qui va directement entre les deux, mais des fois, il y aura un mur ici, et ça se peut qu'il y ait une réflexion. Donc maintenant, il y a deux impulsions qui arrivent, un en dessous de l'autre. Mais bien sûr, celui-là, ça prend plus de temps, parce qu'il est plus long, et donc ça arrive à un autre moment. Donc, ça devient une source d'interférence intersymbole. Et voici quelque chose de plus clair à voir pour le trajet multiple. Donc, imagine surtout l'exemple d'un système cellulaire. Donc, on peut avoir un téléphone cellulaire dans le véhicule ici. Il y a une tour avec une antenne en ville. Et la voiture promène et le téléphone cellulaire communique avec la station de base. Et à cause de ça, il y a plusieurs réflexions. Et à cause de les distances différentes pour les différents chemins des trajets à ce moment-là, les réflexions arrivent avec un certain délai. Et ce délai d'étalement, quand ce délai est plus grand que le temps d'un symbole, nous avons l'interférence intersymbole. Donc, si nous avons avoir une description mathématique de ces trajets multiples, elle aurait l'air de quoi? Donc, nous allons voir ici une équation pour la réponse impulsionnelle pour un système à trajets multiples. Donc, c'est une description mathématique pour décrire qu'est-ce qu'est la situation qu'on voit ici dans cette illustration. Donc, nous avons une somme
sur plusieurs réflexions. Donc ici, il y a N majuscule, réflexion. Et donc, le canal, il va envoyer ici la fonction delta. Ça correspond à le temps entre le bit envoyé et le bit reçu. Donc, à un certain instant, il va arriver. Ça, c'est représenté par ce délai tau i. Et il y aura bien sûr peut-être un changement de la phase, parce que la porteuse, elle a fait des oscillations, un certain nombre d'oscillations, elle arrive avec une phase. Et bien sûr qu'il y aura une atténuation, parce que c'est ce qui est réfléchi de mur. Peut-être il y avait une atténuation, une partie du signal était absorbée et n'était pas complètement une réflexion sans perte. Donc c'est normal qu'il y aura ces deux alpha, le changement d'amplitude, theta, le changement de phase, et bien sûr le délai associé à le chemin physique. Donc, différents délais, ça va causer des recouvrements des symboles et ça va générer l'interférence intersymbole. Et nous avons déjà vu que l'interférence intersymbole, ça peut engendre une plancher de BER. Donc, même si j'envoie mon signal beaucoup plus fort que le bruit, l'interférence lui-même, elle en profite de cette plus de puissance et finalement, ça ne m'aide pas. Donc, ça, c'est le plancher de BER. Par exemple, prenons un exemple très, très simple. Supposons qu'il n'y a que deux trajets. Et supposons que le deuxième trajet, ça prend plus ou moins un symbole pour le temps d'un symbole pour se rendre à l'antenne. Donc, le trajet direct, il arrive à un instant, et la réflexion, elle arrive un symbole plus tard. Donc, à ce moment-là, on peut supposer aussi que ce deuxième trajet est atténué. Ce n'est pas aussi fort que le premier, parce premièrement, il a traversé plus de distance, et deuxièmement, il y avait une réflexion. Mais il aura quand même la mémoire d'un symbole, parce qu'il est arrivé un symbole plus tard. Donc, il y aura 4 patrons qui sont importants pour déterminer c'était quoi le patron envoyé. C'est 0, 0, mais supposons qu'il y en a une transmission binaire. Donc, 2 0 de suite aura une apparence différente de 2 1 de suite, parce que le recouvrement va être différent. Donc, on appelle ça un modèle à ligne de retard apprise. Tapped delay line. Donc, c'est un modèle que nous utilisons pour le canal à trajet multiple. C'est une méthode pour caractériser la réponse impulsionnelle d'un canal avec l'interférence intersymbole. Ici, il y a 3 chemins. Il y a un. Ici, c'est la deuxième réflexion qui est plus forte. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de ligne directe. Parce que, en général, la ligne directe est le moins d'atténuation. Mais ça, c'est plusieurs réflexions. C'est ce qui est à une distance plus courte, elle arrive en premier, mais c'était une réflexion sur une surface qui absorbait beaucoup, donc c'était la deuxième réflexion qui était plus forte. Donc, c'est juste une fonction de la condition physique, de canal physique, qui détermine c'est quoi finalement la représentation dans le modèle de ligne de retard de prise. Ici, c'est le modèle schéma en bloc de cette description mathématique de la réponse impulsionnelle. Donc ici, c'est l'équation pour la réponse impulsionnelle. La HI, ici, ça peut être complexe, ça représente l'atténuation et la rotation de phase. Et ici, qu'est-ce qui arrive quand on envoie, X de t est envoyé par le transmetteur, ça passe à travers le canal qui est modélisé comme ce modèle mathématique, et le schéma en bloc pour représenter qu'est-ce que ça passe avec l'information. Donc, c'est comme les données, le premier symbole entre, elle est multipliée par le premier élément, amplitude des phases, et on fait un délai, elle est multipliée maintenant par l'autre, etc. Donc, c'est une ligne retard d'apprise. Et finalement, c'est ça la sortie, c'est ça qui est reçu au récepteur. C'est après d'avoir fait finalement ce qui est la convolution, parce qu'on sait qu'un système linéaire, donc on a une boîte noire, X qui entre, Y qui sort, et si le système est un filtre,
représenté par la réponse impulsionnelle quand on sait que la sortie est le compte des données avec la réponse impulsionnelle du canal. Et ici, ça donne y de t, ou si nous prenons maintenant la représentation de cette ht comme ici, mais à ce moment-là, on remplace ça dans la convolution et nous arrivons à cette expression pour la sortie du canal. Donc ça, c'est le signal reçu. Donc si nous avons ce modèle pour le canal lui-même, il n'est pas surprenant qu'il y ait une autre solution pour contourner cet effet d'un canal étant on peut avoir la même structure dans la solution. Donc, c'est un filtre qui a corrigé la ligne de retard de prise qui est encore une ligne de retard à prise. Donc, nous allons choisir maintenant les coefficients dans mon égaliseur. Je vais choisir ces coefficients pour atteindre une performance que je cherche. Et nous allons voir deux solutions, donc deux objectifs avec le choix de ces coefficients. Donc, pour commencer, nous allons chercher la solution ZF, Zero Forcing. Donc, nous allons forcer à zéro la partie qui est la contribution d'interférence intersymbole. Je vais juste mentionner aussi que le nom de cette structure de filtrage à ligne de retard de prise s'appelle un filtre transversal ou transverse.